Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo réaction suite à une information que j'ai vue passer au hasard. Vous savez, il y a eu les Twitter Files. Je vous en ai parlé de quelques-uns, il y en a qui ont continué à pleuvoir. Récemment, la dernière salve mettait en évidence le fait que, en effet, les sollicitations, les infiltrations, les exigences sans être des exigences, ont été très souvent, à l'intérêt des démocrates. Ce qui veut dire qu'au final, la commission qui a eu lieu la semaine dernière, interrogeant un certain nombre d'anciens responsables, dont la responsable qui était chargée de définir les politiques de, de vérification, voire de blocage et de censure, elle s'est fait largement malmenée parce que, évidemment, la sénatrice, qui était une sénatrice, une représentante, je crois que c'est une sénatrice républicaine, lui a posé la question, mais quelle est votre qualification pour définir ou déterminer si telle ou telle personne a le droit de dire telle ou telle chose sur Twitter, surtout en ce qui concerne le Covid, par exemple. Et elle lui pose la question, est-ce que vous avez fait des études de médecine? Et évidemment, la nénette, elle dit non. Donc évidemment, une des intervenantes de cette commission a dit, comment se fait-il que vous ayez eu ce pouvoir de censurer sans avoir ni enquête, ni compétence, ni connaissance sur le domaine? Donc en réalité, la nénette de Twitter, ou l'ex-responsable de Twitter, a admis que c'est parce qu'on a établi des politiques. Mais oui, mais qui a établi ces politiques? Sur quelle base? Sur quelle définition? Sur le fait que des organismes, les mêmes organismes qu'on trouve aujourd'hui chez Facebook ou chez YouTube, chez Google, qui sont les diseurs de vérité. Qui a le droit de dire quoi? Qu'est-ce qui est une vérité? Qu'est-ce qui n'a pas le droit de dire ceci ou cela? Sauf qu'avec le temps, évidemment, ces responsables de la commission se frottent les mains parce que, au fur et à mesure du temps, aujourd'hui, on commence à avoir du recul. On commence à avoir du recul sur des affirmations qui étaient soutenues par des organismes, mais qui en réalité se sont avérées fausses. Alors évidemment, certains diront encore, oui, mais vous comprenez, c'était dans le cadre de la mesure de précaution. C'était dans le cadre, en effet, d'une urgence pandémique, et que, à la limite, oui, on a forcé tout le monde à se vacciner, même si on n'avait pas suffisamment de recul pour savoir sur telle ou telle pathologie, est-ce que le vaccin pourrait avoir des conséquences, des effets secondaires légers, temporaires ou définitifs, voire même causer des morts. Mais là encore aujourd'hui, statistiquement, c'est du métadata, c'est de la méga-donnée qu'évidemment personne ne veut s'amuser à payer des organismes qui ont les puissances algorithmiques pour faire les calculs, pour établir les rapports. Alors des rapports, il y en a, mais c'est des rapports sur un échantillon où à chaque fois, évidemment, les pro-vaccins vous disent « Oui, mais qu'est-ce que c'est que 1000 ou 2000 personnes? C'est un échantillon qui n'est pas représentatif. » Mais à ces gens-là, on a envie de leur dire « Alors, vous serez d'accord en disant que Pfizer, Moderna, BioNTech, etc., ont fait valider leur vaccin en ayant les mêmes sources, en ayant des études faites sur des 5 000, 10 000, 14 000, mais finalement 14 000 personnes, c'est quoi? Voire 40 000 personnes à l'échelle mondiale. Qui plus est avec, en plus de ça, une sélection. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens avec des pathologies spécifiques ont été volontairement retirés des essais. Ces essais qui ont servi à valider les vaccins. Évidemment, c'est un des sujets. Un autre sujet, évidemment, qui titille en ce moment le Parlement américain, c'est le fameux ordinateur d'Hunter Biden. Et là, évidemment, la responsable de Twitter, ex-responsable, quand la députée ou la sénatrice lui pose la question, vous avez volontairement coupé le sifflet au New York Post dès qu'il a sorti son article sur le fameux portable d'Hunter Biden. Sur quelle base? Et là, oui, non, mais vous comprenez, en fait, c'est une erreur interne, c'est un défaut de procédure, etc. Mais le compte du New York Post a été rétabli urgemment. Oui, il a été rétabli urgemment parce que vous commenciez à vous prendre des coups de bâton. Parce que c'était tellement flagrant, tellement énorme. Mais on en reparlera parce que,
évidemment, les fameux Twitter Files révèlent une collusion, une infiltration de la part du FBI pour servir des intérêts, alors peut-être nationaux, qu'on peut comprendre que sur un réseau social, la liberté d'expression reste toujours quelque chose d'assez subjectif dans la mesure où il y a certains sujets dont on souhaite que les gens ne parlent pas ou ne divulguent pas, etc. Donc, je veux dire, ça fait partie du jeu. Mais, quand le FBI utilise des anciens agents du FBI qui ont été placés à Twitter et qui finalement défendaient les intérêts des démocrates, et qui plus est pendant l'élection de 2020, essayaient de squeezer, essayaient de cacher, de censurer tout compte ayant une très grande visibilité. Évidemment, des comptes comme les vôtres, qui font peut-être 100 ou 200 followers, ils s'en foutent. Mais un compte comme celui du New York Post, et qui fait la promo de son article sur le portable de Hunter Biden, et qui fatalement est relayé par un grand nombre de gens, particulièrement des conservateurs, des républicains, et même en France, des gens qui voudraient démontrer que les Biden ne sont pas en odeur de sainteté. Et du coup, le fait de ces révélations pousse aujourd'hui, comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, ces fameux représentants, démocrates comme républicains, qui considèrent que oui, s'ils ont eu l'intérêt de faire de l'influence, s'ils ont eu l'intérêt de l'usage des réseaux sociaux, aujourd'hui, certains d'entre eux, alors particulièrement des démocrates, certaines parties des démocrates, qui en veulent toujours à Twitter et Facebook de ne pas avoir censuré Donald Trump lors de l'élection 2016 et qui considèrent que c'est à cause de ces réseaux sociaux que Hillary Clinton n'a pas été élue. Et donc ils ont une grosse dent contre à la fois Twitter, Facebook, voire même aussi Google, qui est propriétaire de YouTube. Alors là, le cas Twitter est résolu puisque Elon Musk a racheté Twitter. Reste maintenant le cas Facebook. Eh bien, on le sait, la volonté de Zuckerberg de vouloir essayer de faire évoluer Facebook vers quelque chose de plus dans le domaine de la réalité virtuelle avec son fameux système Meta. Sauf que le problème, c'est que c'est un gros échec, perte d'argent colossale. Et pour couronner le tout, vu que Twitter est dans le collimateur aujourd'hui, ou tout du moins ce qu'il a été, et qu'aujourd'hui des représentants, des élus sont en train de réclamer des comptes à des anciens responsables de Twitter, ils ont estimé que peut-être ils allaient prolonger l'enquête vers Facebook. Eh bien, figurez-vous que Zuckerberg est de nouveau, et cette fois-ci, il va devoir répondre aux mêmes questions qui ont été posées vis-à-vis de Twitter, vis-à-vis de la censure, vis-à-vis des blocages, vis-à-vis de gens qui ont été virés de Facebook. Il est convoqué en commission le 23 mars. C'est-à-dire que le 23 mars, il va falloir qu'il réponde à des questions sur qui, comment, pourquoi, sur quelle base il a censuré, viré, bloqué des gens. Je vous rappelle, mon expérience personnelle, mes groupes, je dis seulement uniquement mes groupes, mais pas ma page principale, tous mes groupes ont été bloqués pendant un mois. Pour quelles raisons ? Pour des raisons débiles. C'est-à-dire que les raisons qui ont servi à Facebook de bloquer mes groupes, c'était en fait des articles soi-disant qui ne correspondaient pas aux critères d'utilisation de Facebook. Alors qu'en réalité, c'était des articles officiels. C'était des articles du Figaro, de 20 minutes, même de Libé. Ils m'ont censuré pour un article de Libé sur les conséquences climatiques concernant, je ne sais plus ce que c'était, etc. Enfin, c'était pas du tout un article complotiste. Au contraire, c'était un article qui mettait en évidence un petit peu le fanatisme. Donc, si vous avez un compte Facebook, évidemment aujourd'hui, faites attention à ce que vous y mettez parce que très clairement, Zuckerberg est en train de chier dans son froc. Et je pense que ça va commencer cette année, donc 2023. Ça va être l'occasion, l'opportunité pour certains, finalement, de faire une proposition. Une proposition de réseau social qui devra remplacer Facebook, qui devra tuer Facebook.
Quant à YouTube, YouTube c'est problématique parce que c'est quand même la plateforme qui a les moyens de ses ambitions. Alors, vous me parlerez d'Odyssée, vous me parlerez de VK, il y a aussi Crowdfunder, ou je ne sais plus le nom, etc. Mais le problème de ces plateformes, c'est qu'elles n'ont pas la même puissance de téléchargement et même parfois les bandes passantes sont parfois difficiles. Bon, c'est des sites qui vont évoluer. Mais il est évident que si Facebook passe à la casserole, le prochain qui devrait passer à la casserole, si tant est qu'il ne s'assouplisse pas dans sa censure, c'est évidemment Google. Parce que Google, c'est pas uniquement que YouTube. Google, c'est aussi le moteur de recherche. Un moteur de recherche qui a une fâcheuse tendance à mettre en avant certains articles plutôt que d'autres. Logique. Donc, affaire à suivre. Je pense qu'il va y avoir des choses très intéressantes à analyser sur cette question. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Juste pour une petite information, dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de ce qui s'est passé dans l'Ohio. Eh bien, je vous avais dit dans ma vidéo que, il ne faut pas s'étonner, c'est des accidents qui arrivent assez fréquemment aux États-Unis parce que malheureusement, selon les États, les réseaux ferroviaires ne sont pas forcément très bien entretenus et ont un très bon état. Eh bien, depuis la semaine dernière, je vous informe qu'il y a eu 3 autres déraillements. Un au Texas et un en Caroline du Sud, sans danger pour l'environnement, puisque ce ne sont que des fret et de la marchandise non polluante et non à risque. Par contre, aujourd'hui, on vient d'apprendre qu'il y a eu un déraillement près de Détroit, où là, en effet, il y a une inquiétude sur un conteneur, ou peut-être du moins une citerne de produits chimiques. Aux dernières nouvelles, la citerne n'est pas endommagée, donc il n'y a pas de risque environnemental. Mais voilà, c'est encore une fois de plus la démonstration de ce que je vous disais, c'est que malheureusement les États-Unis, c'est un pays qui vieillit mal, pour des raisons économiques, pour des raisons de gestion, pour des raisons politiques. Et malheureusement, ce genre d'accident, quand il y a des conséquences humaines, que ce soit à court ou à long terme, par des effets directs ou indirects, malheureusement, c'est toujours le pognon qui parlera en premier. Mais c'est pareil en France. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.